Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Offensive diplomatique tous azimuts. Le président du Faso a échangé avec les ambassadeurs en Europe. Michel Kafando a aussi tracé à l'intention de nos compatriotes du Benelux les grandes lignes de la transition burkinabé. La Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement entend jouer un rôle prépondérant dans le processus électoral au Burkina. Un Burkina qui œuvre en faveur de la réconciliation de ses filles et fils. Notre invitée est Madame Lucienne Ariane Zoma. Cela dit, bienvenue au journal de 13h sur la RTB. Le président du Faso, Michel Kafando, a poursuivi son séjour en Belgique en s'entretenant hier avec nos compatriotes vivant dans le Benelux. Au centre des discussions, le processus de transition au Burkina et les préoccupations de nos compatriotes vivant dans cette partie de l'Europe. Reportage de nos envoyés spéciaux, Simo Gongo, Alassane Zéo. 3000 Burkinabés dans la juridiction du Benelux. Ces représentants réunis à Bruxelles sont venus de la Belgique, de la Hollande, mais aussi du Luxembourg. À eux, le président Kafando a parlé de la transition. Ce n'était pas facile. Et nous nous sommes donné comme feuille de route 3 étapes essentielles. Premièrement, il fallait remettre de l'ordre dans l'administration. Parce que vous vous imaginez, après 3 jours d'insurrection, toute l'administration était déstructurée, était cassée. Il fallait donc remettre en marche l'administration. Nous avons pu, sur le plan économique, en tout cas, continuer à avoir des appuis budgétaires, payer les salaires des gens, faire redémarrer l'économie et même nous offrir le luxe de payer des dettes qu'il faut que nous cheminions vers l'organisation d'élections crédibles et transparentes pour mettre en place une nouvelle société, des institutions solides, des institutions crédibles. Après le président place aux questions. Michel Kafando a été interpellé sur l'investissement de la diaspora au Burkina, le code électoral, le vote des Burkinabés de l'étranger, la question des mines ont été évoquées. À la fin, les participants apprécient. Ça nous permet de voir comment les choses se passent au pays et d'avoir la certitude que la transition est dans de bonnes mains et de savoir qu'au mois d'octobre, Dieu voulant, les élections auront lieu. Je remercie le président d'avoir eu cette initiative et les Burkinabés qui ont massivement fait le déplacement. On a compris qu'il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait des préoccupations, il y avait des questions sans réponse à notre niveau. Le président leur a demandé de soutenir la transition pour une issue heureuse après les élections. L'actualité politique burkinabé s'est invitée aux échanges avec la diaspora. Michel Kafando s'est prononcé sur les dérapages verbaux de certains leaders politiques burkinabés. Le chef de l'État a évoqué à cette occasion un code de bonne conduite pour réglementer les interventions des uns et des autres. Propos recueillis par Simon Gongo. Et dicter un code de conduite, parce que vous avez assisté ces derniers temps à des dérapages. Si vous voulez, des gens qui ont fait des déclarations malheureuses. Bon, on va faire un code de conduite, c'est-à-dire fixer comme un genre de règlement et tout le monde devra se conformer à ce règlement-là. Si quelqu'un faute par rapport à ce règlement, la sanction viendra, la loi véritablement s'exprimera. Le débat public lancé par le Conseil national de la transition sur une 5e république au Burkina se poursuit. Ce week-end, le professeur Laurent Bado et maître Ibrahim Guitanga ont apporté leur contribution au débat suscité sur une nouvelle constitution burkinabé. Bouma Ernest Nébié. À l'introduction des débats, les deux panélistes se sont rejoints sur la nécessité pour le Burkina Faso de passer à une 5e république. Pour le professeur Laurent Bado, ce changement est une nécessité, mais une nécessité soumise à des conditions. Il y a 3 urgences chez moi. 1. On publie les dossiers de crimes économiques et de sang au peuple. Mais oui, tu peux enrichir la liste. 2. On complète les lois fondamentales du pays. 3. Activer le processus de réconciliation nationale. Enfin, installer un comité de rédaction d'une nouvelle constitution qui sera votée par le CNT et non pas par le peuple.
Dans la même veine, Maître Ibrahim Guitanga a lui soutenu qu'écrire une nouvelle constitution est un besoin pressant qui ne nécessite pas forcément un référendum. Et s'il faut nécessairement passer par le référendum, il a sa petite idée pour en faire une opération simple et économique. Il y a deux possibilités, soit de coupler avec les élections présidentielles et législatives de 2015, le 11 octobre, en envoyant justement le référendum au second tour des élections présidentielles. Et au cas où il n'y a pas de second tour pour les élections présidentielles, le second tour qui était initialement prévu et dont le budget est bouclé, on pourrait le consacrer à l'adoption de la Constitution par référendum. Des interventions qui s'en sont suivies et qui ont donné lieu à des débats nourris, certains ont émis des inquiétudes, tandis que d'autres ont apporté des contributions à la satisfaction de ceux qui ont effectué le déplacement. Il y a une nécessité qu'il y ait une nouvelle constitution aujourd'hui et il nous faudrait absolument l'avoir avant les élections du 11 octobre 2015. Toutes les propositions qui ont été faites par les éminents conférenciers indiquent qu'il y a une forte position populaire qui se dégage pour dire qu'il faut effectivement passer de la 4e à la 5e République. En attendant les conclusions de la Commission de réconciliation nationale et des réformes politiques, c'est un débat qui a le mérite d'avoir été suscité. Première sortie publique au Burkina de la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement. Ce regroupement d'associations œuvrant pour le renforcement de la paix et l'intégration entre les peuples de la sous-région a présenté hier son programme d'activité. La Fédération entend jouer un rôle déterminant dans le cadre du processus électoral au Burkina. Reportage Maxime Zango. Créée il y a de cela 5 ans en Côte d'Ivoire, la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement, selon ses premiers responsables, ambitionne d'apporter sa contribution à la stabilité et à la consolidation de la paix au niveau de la sous-région. À travers cette première sortie publique au Burkina, il s'agissait non seulement de présenter les contours de la fédération, mais aussi de décliner son programme d'action. Au Burkina, au regard du contexte marqué par les élections, les priorités, selon les membres de la fédération, seront orientées vers la sensibilisation et la formation des acteurs politiques. C'est dans un premier temps en fait, la sensibilisation pour arriver au fait, à des élections apaisées. Et notre programme c'est de sensibiliser au fait, la jeunesse à la citoyenneté, sensibiliser au fait, les partis politiques et donner au fait, des formations aux partis politiques. Et voilà un peu les priorités, qu'il y ait la stabilité pour qu'on passe au fait des élections apaisées. Le deuxième axe de la foire l'indique, c'est le développement. Donc d'autres axes au fait de développement, mais la priorité aujourd'hui, c'est la stabilité. Au terme de cette conférence de presse, l'équipe qui va conduire la représentation de la structure au Burkina a été présentée au public. Elle sera dirigée par Oumar Traoré, de nationalité ivoirienne. La Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement est un regroupement de plusieurs associations de la diaspora. Notre invitée est Madame Lucienne Ariane Zoma, première vice-présidente de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes et présidente de la sous-commission Vérité, Justice, Réconciliation. Madame Zoma, bonjour. Bonjour, Monsieur Bassier. Merci d'être venu ce midi sur notre plateau. La CNRA a été installée le 13 mars 2015 et devrait déposer, en tout cas d'ici le 13 août 2015, son rapport. Alors, 3 mois après son installation, nous avons l'occasion de faire avec vous un bilan à mi-parcours. Dites-nous combien de dossiers déjà vous avez pu recevoir au niveau de votre commission. Merci. Avant tout propos, nous souhaiterons d'abord remercier l'ensemble des populations burkinabées, les autorités coutumières, politiques et religieuses, les forces vives du Burkina Faso, les personnes ressources, les médias et tous ceux qui ont accepté de nous accompagner dans ce travail de mise en œuvre donc, des missions qui nous ont été attribuées dans le cadre de la commission. Depuis notre mise sur pied, nous avons bien entendu auditionné des personnes ressources. Nous nous sommes entretenus avec des personnes victimes ou des Burkinabés
et qui avaient des questions abordées avec nous. Et au total, nous avons donc plus de 221 audiences et entretiens. Nous avons également plus de 600 fiches de réforme que nous avons recueillies. Et pour les crimes de sang qui ont été recensés, nous en sommes à 95. À dire également que nous n'avons pas fini donc de recenser toutes les fiches. Les crimes économiques ont été recensés au nombre de 45. Bien entendu qu'il faut dissocier le fait que nous avons à l'intérieur des fiches individuelles et nous avons par exemple des fiches collectives en ce qui concerne par exemple la situation des personnes qui ont malheureusement été victimes de l'insurrection sur le plan économique. Nous avons également recensé d'autres formes de crimes au nombre de 1656 et il y a d'autres. Nous sommes toujours dans le processus donc de recensement jusqu'à fin de ce mois et il va sans dire que les chiffres vont évoluer tout à fait dans le sens de l'augmentation de leur nombre. Alors, vous avez dit que vous avez accordé beaucoup d'audiences, beaucoup d'entretiens, plus de 200. Oui. Et quelles sont les propositions que les uns et les autres font, par exemple, sur les réformes politiques? Il en ressort des entretiens et des fiches que nous avons collectées, des préoccupations majeures des Burkinabés, notamment sur les questions de justice. Et à ce propos, les Burkinabés souhaiteraient avoir une justice impartiale, forte, et qui soit le socle véritable de la vie démocratique au Burkina Faso et qui régisse vraiment la vie de l'ensemble des citoyens burkinabés de façon équitable. Il y a également la question du foncier qui est une question prioritaire, urgente, quand on voit également ce qui se passe par rapport au lotissement, par rapport à l'attribution des terres en milieu rural. Il y a toute une relecture à faire. Il y a la question de l'énergie. Bien entendu que nous sommes en situation de délestage et il est important que l'on réfléchisse à la possibilité, selon les Burkinabés en tout cas, de voir dans quelle mesure on peut envisager l'installation d'une centrale solaire. Il y a également la question de l'éducation qui reste aussi le point d'ancrage d'une vie ensemble. L'incivisme est devenu presque caractériel au Burkina Faso. Il va falloir y penser depuis la base de la famille jusque dans toutes les sphères de la vie sociale et voir dans quelle mesure on doit redynamiser l'éducation, revaloriser l'éducation et qu'elle retrouve en tout cas ces points cardinaux et qu'elle soit vraiment le socle de toute la construction de la société. Il y a le volet éducatif, le volet plutôt sanitaire, l'accès notamment aux besoins de santé. Une grande partie des Burkinabés n'a pas accès à la santé. Il y a également la question de l'emploi. Nous avons beaucoup de jeunes. Malheureusement, un certain nombre de jeunes n'ont pas accès à l'emploi. Il y a également la question des médias. Il y a aussi la séparation, pour rejoindre un peu la problématique de la justice, la séparation des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Mais ce qu'il ressort, en tout cas, des fiches que nous avons recueillies, il y a une attente forte des Burkinabés de voir en sorte que la société burkinabé se reconstruise à partir de repères solides, en s'enracinant à la fois dans nos propres traditions, mais en ayant un saut qualitatif et nous ouvrir à l'extérieur, pour voir dans quelle mesure nous pouvons réactualiser un certain nombre de repères, leur donner du sens. Il y a également tous ces pans de la société, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que nous essayons coûte que coûte de réinstaurer le dialogue comme principe de fonctionnement et que l'on revisite tous les aspects de la vie qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons cheminé sur une plante glissante et que les Burkinabés
ne se retrouvent pas. Alors, Madame Zoma, vous avez pu donc avoir une photographie de toutes les préoccupations, les thématiques qui intéressent les Burkinabés dans le cadre donc, de cette commission de réconciliation nationale et des réformes. Vous avez pu, en tout cas, nous faire ces propositions avec toutes les thématiques que les uns et les autres ont évoquées. Maintenant, comment vous travaillez au sein de ces 3 sous-commissions? Est-ce que chacun travaille de son côté et puis vous retrouvez pour faire un rapport commun, ou bien chaque sous-commission fait son rapport que vous allez mettre dans les grands paniers communs? En fait, comme vous l'avez si bien dit, il y a le panier commun, mais chacun, pour qu'il existe un panier commun, il faut qu'il y ait des paniers individuels. Donc, chaque sous-commission, et nous sommes justement, durant cette période-là, dans cette phase de rédaction des rapports de chaque sous-commission, nous avons, en fonction des missions, des attributions propres à chaque entité, donc à élaborer un rapport de synthèse de chaque sous-commission que nous allons reverser pour avis, pour appréciation, pour amendement et pour adoption. Et en second temps, nous aurons donc à élaborer l'ossature même d'un rapport qui ne sera pas un compile des rapports des différentes sous-commissions, mais essayer de traverser ces différentes sous-commissions pour en dégager les points de force et les attentes fortes qui préoccupent les Burkinabés. Alors, à la prochaine étape, après donc, cette rédaction de ce rapport des 3 sous-commissions, ça sera quoi? Oui, il s'agit plutôt de 5 sous-commissions. Donc, à la fin de la rédaction de ces différentes 5 sous-commissions, donc, nous élaborons le rapport final qui sera soumis donc, à l'autorité compétente qui assurera bien entendu le suivi des recommandations et qu'il y ait une mise en œuvre justement, une mise en application des recommandations qui reste quand même la prérogative de l'autorité politique. Alors, l'ambiance de travail, est-ce qu'elle est bonne dans toutes les 5 sous-commissions qui constituent la commission de réconciliation nationale? Heureusement que l'ambiance est bonne, elle est surtout fraternelle. Et c'est ce qui nous permet de continuer, de tenir, malgré le temps bref qui nous est imparti. Nous nous sommes donnés comme point d'honneur d'arriver au bout du parcours avec un rapport aussi conséquent qui répond aux attentes des populations. Voilà, merci beaucoup, Madame Lucienne Ariane Zoma, première vice-présidente de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes et présidente de la sous-commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui est venue nous faire ce midi un bilan à mi-parcours de leurs travaux qui ont débuté officiellement le 13 mars dernier. Restez avec nous pour la suite du journal. Merci à vous. La CEDEAO lance son nouveau programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne. Ce programme vient en appui à la mise en œuvre de la politique qualité des pays de la CEDEAO. C'est un projet qui devrait permettre aux entreprises locales de viser l'excellence par la bonne qualité de leurs produits. Reportage Draman Guinée. À plus de 7 milliards de francs CFA par l'Union européenne, le nouveau programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest est un appui au secteur privé des pays de l'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie. Ce programme va améliorer la qualité des produits de grande consommation pour le bien-être de la population. Toute entreprise doit pouvoir s'organiser. La raison d'être d'une entreprise, c'est son client. C'est comment s'organiser pour répondre aux exigences de ses clients. Donc, peu importe le type d'entreprise, vous pouvez vous organiser pour bien faire. Et pour bien s'organiser et pour bien faire, on s'appuie sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure qualité. Et pour être compétitives sur le marché et reconnues à l'échelle mondiale, les entreprises locales doivent se conformer aux normes en vigueur. Ici, on n'arrive pas à exporter beaucoup de produits parce que les qualités de nos produits ne sont pas à la hauteur, ou les entreprises qui exportent même ne sont pas reconnues sur le plan international. Cela va sans doute jouer négativement sur notre balance commerciale. Ce programme, qui est le 3e du genre, va renforcer la capacité des auditeurs évaluateurs de qualité. Il va permettre aussi aux laboratoires d'être plus efficaces dans l'analyse des produits.
Les éleveurs du BAM se sont retrouvés à Kongoussi autour d'une calebasse de lait pour discuter de leurs préoccupations. Professionnalisation des acteurs des filières animales, gage d'une amélioration significative de la compétitivité des produits animaux. C'est le thème retenu pour tenir cette 3e édition des Journées de l'éleveur. Yolande Lompo. Sur cette terre d'exposition, ces acteurs des filières animales de la Cité des Lacs donnent à voir le fruit de leur travail aux visiteurs d'un jour. Somoya Marcel Sawadgo est l'un d'entre eux. À cette 3e édition des Journées de l'éleveur du BAM, le jury chargé de désigner les 3 meilleurs participants dans chaque filière lui décerne le Grand Prix. Ainsi, il repartira chez lui avec un broyeur polyvalent d'une valeur d'1 975 000 francs CFA qui lui permettra de faire prospérer son activité. Tout comme lui, le professionnalisme de certains acteurs et la compétitivité de leurs produits leur ont valu des prix. Lorsque vous prenez l'exemple d'un grand marché de bétail comme celui de Djibo, ou vous prenez un centre de regroupement d'animaux comme le forage Christine dans l'Oudalan, c'est des milliers de têtes de bœufs qui sont réunies et qui génèrent énormément d'argent pour beaucoup de gens. Mais il va falloir s'organiser de sorte qu'une certaine somme d'argent soit mise de côté pour réparer les infrastructures existantes d'une part et d'autre part pour pouvoir mettre en place de manière souveraine d'autres infrastructures. Nous sommes venus témoigner du soutien du gouvernement et de l'État à cette initiative endogène, puisque c'est de l'initiative des producteurs et des commerçants de la filière bétail-viande que ces journées-là se tiennent depuis 3 ans. Espace d'information et d'échange entre les différents acteurs, ces journées de l'éleveur constituent un véritable moyen de lutte contre la pauvreté et gagneraient à être institutionnalisées selon ses promoteurs. Seydou Idogo, introduit chef de Diaro dans le Naouri, il accède au trône après une vacance de pouvoir d'un mois suite au décès de l'ancien chef. Particularité de cette intronisation de Seydou Idogo, son épouse a aussi reçu une partie du pouvoir traditionnel. Reportage à Diaro, Viviane Tiendrebiogo. Tout est accompli et les pas que Seydou Idogo exécute le prouvent. Il est le nouveau chef de Diaro. Dans ce canton, la vacance de poste entre le décès du garant des traditions et l'intronisation de son successeur ne doit pas dépasser 30 jours. On a dit qu'on a sorti le grand fétiche là, qui protège le village là, pour l'amener à quelque part. Tant que ce fétiche ne revient pas là, les gens ne sont pas en sécurité. Alors donc il faut que ça revienne. Donc c'est pour ça qu'il faut rapidement introniser le chef. Et tant que le chef n'est pas intronisé, ça ne vient pas. Comme pour ses prédécesseurs, plusieurs principes séculaires ont guidé le choix du nouveau chef. Il faut être unique de ta maman. Il faut également que la dot de la maman ait été réglée. Si la dot n'est pas réglée aussi, c'est un handicap. Ici à Diaro, le chef est intronisé avec son épouse. Elle n'allait pas au marché et ne devait pas voyager. Elle avait d'autres femmes qui l'aidaient dans cette tâche. Mais maintenant, c'est différent. Il faut qu'elle mette la main à la pâte. Ils avaient chacun à leur côté leur meilleur ami. Et le premier acte fort du début du règne de Seydou Idogo, c'est ce décret. Il est interdit à tous les chefs de village de distribuer des terres n'importe comment aux gens. Parce qu'on sait qu'il y en a qui, pour peut-être un whisky, va te donner, il va donner 20 hectares, 50 hectares aux gens. C'est nous tous qui avons dit de prendre ce décret-là. Parce que nos futures générations vont manquer bientôt la terre à cultiver. Pleinement investi, chef du canton de Diaro, Seydou Idogo pourra maintenant recevoir les condoléances des autres villages pour le décès de son prédécesseur Alou Idogo, qui a régné de 1990 au 13 mai 2015. Les quotidiens de ce lundi commentent abondamment le discours sur la situation de la nation prononcé vendredi dernier par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. En première ligne, la question du statut du RSP. Abdoul Rasmane Zongo.
La situation de la nation que je viens de vous présenter est loin d'être reluisante, affirme Yacouba Isaac Zida aux députés après avoir prononcé son discours, et notre confrère d'aujourd'hui au Faso de paraphraser le Premier ministre en parlant de radioscopie d'un Burkina peu reluisant avant d'énumérer les raisons. D'abord, un déficit budgétaire de plus de 287 milliards de francs CFA, la chute du cours mondial de l'or de plus de 12%, auquel s'ajoute le bilan des victimes de l'insurrection relevé à 34 décès. Mais pour le chef de l'exécutif, cela doit servir en témoin ses propos. L'essentiel pour une grande nation comme la nôtre, dit le Premier ministre, est de savoir tirer les leçons au fin de fortifier les fondations de sa démocratie sociale et de son développement avec la participation de toutes ses filles et de tous ses fils. À l'observateur, c'est le fameux chien du Premier ministre qui cristallise l'attention. Zida est la parabole du chien qui n'aboie pas, c'est la une de notre confrère. Cette parabole fait allusion à la position claire du Premier ministre sur la non-dissolution du RSP au régime de sécurité présidentielle. Je voudrais préciser devant votre auguste assemblée, se défend le Premier ministre, que l'armée a besoin du RSP, que le pays a besoin du RSP. Yacouba Isaac Zida termine ses propos à travers un adage. Comme le disait quelqu'un, si vous tuez votre chien parce qu'il n'aboie pas, c'est la chèvre de la voisine qui va vous mordre. Dans les colonnes du journal d'État Sidoya et sur la réforme du RSP, le Premier ministre a rappelé que c'est un corps d'élite dont le pays a besoin et sa suppression n'est pas envisageable. Nous travaillons, se justifie le Premier ministre, pour donner au RSP une bonne place au sein des forces armées nationales. Dans le même ordre d'idées et selon les éditions Le Pays, le Premier ministre préconise le maintien du RSP. L'armée a besoin du RSP, le pays a besoin du RSP. Réponse du Premier ministre à l'une des questions des députés portant sur le statut du RSP. Mieux, Zida précise, « Cela fait 20 ans que je suis au RSP, je connais les capacités de ce régiment et je confirme que nous en avons besoin. » Cette précision du Premier ministre n'empêche pas une contre-analyse de notre confrère du pays qui qualifie les propos du Premier ministre de clair-obscur. Avec l'avènement de la transition, commente notre confrère, l'on pourrait s'attendre à ce que le slogan prisé des nouvelles autorités selon lequel plus rien ne sera comme avant s'appliqua au RSP. À défaut de le dissoudre, le Premier ministre aurait dû ne pas se contenter de cette phrase lapidaire selon laquelle le RSP ne sera pas dissous. En plus, aucun député, notre confrère, n'a eu la présence d'esprit de l'interpeller. Alors conclut le journal Le Pays en ces termes. Dans le cas d'espèce, Yacouba Isaac Zida a fait dans le clair-obscur. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.